Je me dis que c'est quand même super paradoxal de rechercher la solitude à ce point et de se sentir pourtant parfois si violemment blessé par cette dernière. Ces derniers jours, je me pose beaucoup de questions autour de la solitude, donc je me suis dit que, comme la dernière fois, j'allais en faire une petite vidéo de blablatage automatique où je dis un peu ce qui me passe par la tête de façon assez diffuse, assez confuse sans doute. Vous pouvez l'écouter en fond sonore en vaquant à vos activités. Il n'y aura pas grand chose de visuellement intéressant à part ma gueule non maquillée et naturelle, donc pas vraiment ce qu'il y a de plus joli à regarder, on va pas se le cacher. Donc je disais la solitude. Je pense qu'on se pose probablement tous beaucoup cette question de la solitude dans cette période qui n'est pas vraiment évidente à ce niveau-là. J'ai globalement toujours été une enfant relativement solitaire, d'aussi loin que je me souvienne. Alors à nouveau c'est assez paradoxal parce que je sais que j'ai quand même eu des amis, que ce soit quand j'étais en maternelle, que ce soit quand j'étais en primaire, j'avais des copines qui venaient parfois dormir chez moi, chez qui j'allais parfois dormir. D'ailleurs mon amie la plus ancienne, je la connais depuis la maternelle, on se voit encore de temps en temps, on est même encore partis en vacances ensemble il y a 2 ans, donc je sais que c'est pas non plus comme si j'étais toute seule. Et pourtant quand je me remémore mon passé, que ce soit mon enfance ou mon adolescence, c'est surtout les moments de solitude qui me reviennent en mémoire. Je me souviens que quand j'étais en maternelle, je passais beaucoup de temps toute seule. Pareil, quand j'étais en primaire, je passais énormément de temps seule à faire des allers-retours dans la cour de primaire en étant complètement perdue dans mon monde, toujours. J'ai toujours été une enfant assez rêveuse, assez perdue dans ses pensées, assez distraite. C'est encore beaucoup le cas aujourd'hui d'ailleurs. Contrairement à mon frère qui avait beaucoup de potes avec lesquels il jouait, moi je passais énormément de temps seule à m'imaginer des histoires. Donc un jour j'étais une aventurière, le lendemain j'étais une pirate, le surlendemain je partais à la chasse d'un trésor, le surlendemain j'étais une institutrice, le jour encore après j'étais une princesse rebelle. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination en fait qui me permettait de me créer des mondes dans lesquels je jouais. Je m'inspirais de ce que je lisais, de ce que je voyais à la télé, des jeux vidéo auxquels je jouais pour m'imaginer des histoires en fait, et je me racontais des histoires à moi-même où je revêtais des rôles assez divers et variés d'un jour à l'autre en fonction de mon inspiration du moment. Je pense que ces mondes imaginaires dans lesquels je me plongeais et cette solitude que je me créais où j'étais mieux finalement à m'imaginer des histoires et à me vanter vivre des aventures de fou, c'était probablement juste une sorte de fuite de la réalité, étant donné qu'à l'école, c'est pas très difficile à deviner que j'étais la souffre-douleur, la tête de turc de ma classe. J'ai jamais rien su faire comme les autres. Et c'était pas une volonté d'être différente, je l'ai pas choisi d'être comme ça. J'ai passé des années et des années à tenter de me conformer, à tenter d'analyser mes pairs pour comprendre comment ils fonctionnaient, pour comprendre ce qu'ils aimaient, pour essayer de reproduire ce qu'ils faisaient, pour tenter d'être comme eux, pour essayer de me fondre dans la masse, pour essayer de me faire des amis comme tout le monde. Ça a toujours été un échec. Quand je suis rentrée en école primaire, j'avais tout du cliché de la tête de turc, donc c'est-à-dire que j'étais de taille plus petite que la moyenne. En plus de ça, j'étais le cliché de la meuf archi nulle en sport, vous savez, celle qu'on choisit toujours en dernier quand on constitue les équipes. Et par contre, je réussissais plutôt bien à l'école, j'avais des bons points, donc la petite intellote, on n'aime pas les gens qui réussissent bien. Ça, plus le fait que j'arrivais pas à comprendre les intérêts des autres personnes de mon âge, j'arrivais pas à comprendre non plus la façon dont fonctionnaient les relations entre les personnes de mon âge. Donc les filles, quand on était en primaire, c'était beaucoup de disputes, c'était ma copine, t'es plus ma copine, on se parle plus, et ça pour moi c'était des choses qui me dépassaient complètement. En plus à la maison, déjà d'une part, on n'avait pas les chaînes de télé françaises comme mes camarades, donc je ne pouvais pas regarder les émissions que tout le monde regarde et avoir les mêmes sujets d'intérêt, de conversation qu'eux. En plus de ça, je passais énormément de temps perdu dans les livres. J'ai commencé à m'intéresser aussi un petit peu aux jeux vidéo qui sont pas des passions de filles. Donc du coup, quand on me parlait des Spice Girls, des Backstreet Boys ou des émissions de télé-réalité ou de toutes ces choses qui étaient censées être communes pour une fille de mon âge, moi ça me dépassait complètement. J'étais plutôt en train de lire Torgal, de lire Harry Potter, de jouer à Pokémon ou de me perdre dans des mondes imaginaires assez forts. Forcément, quand t'as des passions qui ne sont pas communes à celles des autres et à ce qui est attendu de toi, on te rejette. T'as du mal à te faire des amis parce que t'as pas les mêmes centres d'intérêt, tu comprends pas forcément les centres d'intérêt des autres et eux ils te comprennent encore moins, et du coup je me suis souvent retrouvée toute seule, isolée, rejetée, moquée parce que je n'arrivais pas à être comme tout le monde, parce que je n'arrivais pas à me fondre dans la masse, parce que j'étais la fille un peu bizarre, et du coup au plus les autres vont nous rejeter, au plus on va avoir tendance à s'enfermer dans une bulle de solitude en fait. En secondaire c'était pareil, j'ai essayé de faire comme les autres filles, de m'habiller comme elles, de me maquiller, de faire semblant d'avoir les mêmes centres d'intérêt qu'elles, mais finalement ça collait pas, je ne me sentais pas moi-même, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Quand j'ai commencé en plus à avoir ma puberté, à avoir mes premières règles, j'ai extrêmement mal vécu le fait d'être une fille parce que ce corps m'insupportait. Donc non seulement je supportais pas mon corps, mais en plus de ça je me rendais bien compte que je n'avais pas des intérêts et des réactions et une façon d'être de fille normale qui correspond aux stéréotypes sociétaux attendus. Et donc forcément ça a aussi contribué de nouveau à m'isoler et à me couper au maximum des gens parce que je ne les comprenais pas, ils ne me comprenaient pas non plus. J'ai commencé à adopter un look excentrique avec lequel je me sentais beaucoup plus en adéquation. J'ai quand même fini par me
me faire quelques copines avec lesquelles je partageais des centres d'intérêt communs pour le Japon, pour les mangas, etc. J'avais d'autres copines avec lesquelles on n'avait pas forcément ce genre de centre d'intérêt commun, mais on avait des caractères, des personnalités assez proches et donc on s'entendait naturellement assez bien. Mais à nouveau, même si je sais que j'avais des copines, qu'on se voyait de temps en temps, etc., ce dont je me souviens le plus, ce sont pas de ces moments où j'étais en société, mais de ces moments où j'étais extrêmement mal dans ma peau et où j'avais tendance à m'isoler volontairement. Je sais qu'il y a toute une période de mon adolescence où mes récrés, je les passais enfermée dans les toilettes. Ça me fatiguait d'affronter le monde extérieur, en fait, d'affronter le regard des autres, d'affronter les commentaires, de me sentir un petit peu seule et perdue dans la cour, et donc je me disais, plutôt que d'être seule et perdue au milieu du monde, autant m'enfermer dans un endroit où personne ne peut me voir, où personne ne peut m'entendre, et donc dès que la cloche de récréation sonnait, je m'enfermais dans les toilettes, et je sais plus combien de temps ça a duré, mais suffisamment pour que je m'en souvienne en tout cas. Et donc c'est bizarre de me souvenir à quel point la solitude a toujours fait partie de ma vie. C'est pour vous dire, à une époque, quand j'étais en primaire, mon seul ami, c'était un arbre. Quand je me sentais mal après les cours, parce que forcément on s'était foutu de ma gueule toute la journée, je lui parlais de mes malheurs, je lui parlais de ma vie, parce que toutes ces choses-là, c'est des choses dont j'avais pas envie de parler à ma mère, parce que j'avais honte. Forcément, quand on est rejeté, on a honte, on comprend pas ce qu'on a fait de mal, on comprend pas pourquoi les autres nous apprécient pas, on comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire comme tout le monde. C'est assez compliqué, c'est des choses quand on est enfant, on n'a pas le recul nécessaire non plus pour comprendre, pour analyser. Donc oui, pendant toute une période de ma vie, mon meilleur ami a été un arbre. J'étais un petit peu triste d'ailleurs quand ils ont coupé une partie de cet arbre. Je me dis c'est bizarre parce que je sais que je suis pas à plaindre, j'ai quand même eu des amis, je suis quand même parvenue à créer des liens sociaux. C'est juste que par rapport à l'époque, mes passions étaient inhabituelles, les gens comprenaient pas forcément que je puisse vouloir aller à Paris pour aller à des grands festivals sur le Japon, que je puisse aller voir des groupes japonais en concert. À l'époque, quand je disais que j'avais rencontré mon copain sur internet, les gens me prenaient pour une tarée. C'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout. C'est vrai que l'arrivée d'internet, pour moi qui était quelqu'un de très solitaire, de très renfermé, qui n'avait pas beaucoup d'amis, qui avait du mal à créer des contacts et des liens sociaux, internet ça a été une véritable révélation. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme maintenant, c'était l'époque des forums. J'ai rencontré énormément de personnes venues de tout type d'horizons grâce à ces forums. Et c'est vrai que internet me permettait vraiment de m'enfermer dans ma bulle, mais de m'ouvrir à la fois à d'autres personnes parce que j'étais seule derrière mon clavier. Et j'avais l'impression d'avoir enfin des gens qui me comprenaient, qui partageaient mes passions, mes centres d'intérêt. Ça m'a permis de me sentir moins seule en fait, d'aller à des visus, donc des rencontres de personnes du même forum. Et ça a vraiment été un outil merveilleux pour briser ma solitude. Et c'est marrant parce qu'à l'heure actuelle, je me rends compte que je fais beaucoup moins tout ça qu'avant. C'est-à-dire que maintenant j'ai ma vie active, donc je me concentre sur mon boulot, je me concentre sur ma relation de couple, je me concentre sur mon ménage, sur mon chat, sur mes créations. J'arrive beaucoup moins à être régulière sur internet et pourtant je vis dans une région où je ne connais pas beaucoup de monde et où je me pose souvent la question de la solitude. À la base, je suis originaire de Liège et j'ai choisi venir m'installer en France près du Luxembourg où je travaillais en me disant que Liège n'était pas si loin que ça, c'est jamais qu'à 2 heures de route donc je pourrais quand même toujours continuer à voir ma famille et mes amis de façon régulière. Je vais vivre dans une petite maison de campagne, je serai au calme, je vais pouvoir me créer mon petit cocon dans lequel je puisse me sentir bien et en me disant que tous mes collègues habitaient dans la région donc je serais pas vraiment seule, j'aurais quand même toujours des gens à voir. Sauf que au bout d'un an ça n'allait plus du tout au travail, j'ai choisi de partir. C'est quelque chose que je me suis pris en pleine face à un moment dans mes réflexions justement sur la solitude, c'est de me rendre compte à quel point je m'étais sentie seule au travail et à quel point je m'étais moi-même plongée dans cette solitude. À la base, j'ai été engagée pour m'occuper d'un pôle textile et développer une marque de vêtements. J'étais censée avoir un commercial qui m'accompagnerait pour trouver les usines, négocier les prix, développer la marque, etc. Finalement, le commercial en question n'a jamais vraiment fait ce qu'il était censé faire pour m'aider sur ce pôle-là. En plus, il travaillait sur un petit peu tout et n'importe quoi, il avait pas forcément le temps, c'était compliqué. Et puis surtout, on a fini par se rendre compte que c'était un mythomane doublé d'un menteur et il a fini par dégager. Donc je suis restée seule à m'occuper de ce pôle. Seule évidemment pas tout à fait, je faisais quand même partie d'une entreprise. J'avais mes collègues qui me donnaient leur avis pour m'aider à développer les modèles, à les améliorer pour être sûr que ça corresponde aux attentes des fans. Étant donné que je créais des produits sous licence officielle, j'avais une personne qui gérait tout ce qui était contact avec les ayants droit pour les approbations, etc. Mais globalement, mon patron m'a dit plusieurs fois que j'étais la seule personne de l'entreprise capable de gérer un pôle entier à moi seule. Alors dit comme ça peut paraître être quelque chose de positif. Pourtant, tout est dans le mot. Seul. À moi seule. Seule, encore et toujours seule. À chaque fois qu'on refaisait l'organigramme, c'est moi qui devais le mettre en forme. On ne savait jamais vraiment me mettre parce que à la fois j'aidais un peu tout le monde et pourtant à la fois je ne faisais partie d'aucune équipe. Comme j'ai de très bonnes capacités d'analyse, je comprends vite ce qu'on me demande et que je suis assez rapide et efficace dans mon exécution, j'ai fini par devenir assistante de direction plutôt par dépit qu'autre chose parce qu'on ne savait toujours pas où me mettre et étant donné que je touchais un petit peu à tout, que j'aidais un petit peu tout le monde, que j'étais sur un petit peu tous les pôles, c'était logique de me mettre à cette place-là. Pourtant quand j'y repense, à chaque fois sur l'organigramme, j'étais seule. C'est assez étrange mais quelque part, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup envié mes collègues qui faisaient partie d'une équipe, ce qui est un peu paradoxal parce que je faisais partie de l'entreprise donc je faisais par défaut partie de l'équipe. Mais comme j'étais toujours seule sur mon coin d'organigramme, j'enviais un petit peu mes collègues qui faisaient partie d'une vraie team où ils avaient un responsable, où ils étaient plusieurs à s'entraider, à travailler ensemble sur des projets communs, etc. C'est une époque où ma santé mentale s'était largement dégradée, j'étais en
burn-out, en dépression profonde, je me renfermais complètement sur moi-même. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas vraiment me plaindre d'avoir été seule parce que c'est moi qui me la suis créée, cette solitude. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par n'en plus pouvoir, je ne voyais pas du tout à quoi je servais. J'aidais un petit peu tout le monde, mais mon rôle était assez confus, je n'avais pas de cadre fixe, je comprenais pas quelle était ma place dans la société. J'avais l'impression d'être juste une espèce de brosse à chiottes qu'on venait chercher de temps en temps pour venir ramasser, essuyer, corriger la merde des autres et puis qu'on renvoyait toute seule dans son coin d'organigramme. Je me suis complètement isolée aussi parce que je comprenais pas à quoi je servais, j'avais aucun cadre défini, j'avais beau demander quelles étaient mes fonctions, ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire, de qui je dépendais, etc. Je n'avais jamais de réponse à mes questions. Et donc j'ai fini par de nouveau complètement m'isoler, complètement me renfermer sur moi-même et décider de partir parce que j'avais cette sensation de brasser du vent et de toute façon que je sois là, que je ne sois pas là, quelle différence. Sauf que j'ai quitté mes proches et mes amis pour me rapprocher de ce job. Mais quand on quitte une entreprise, on est forcément la mauvaise, c'est qu'on a forcément des choses à se reprocher. Même si j'essayais d'être clean, de faire les choses le plus proprement possible, allez savoir ce qu'on aura pu me reprocher après mon départ. Compliqué du coup de garder contact avec mes collègues quand je suis probablement perçue comme une paria, une déserteuse, une mauvaise. Après je savais en partant que je risquais de me retrouver seule et quelque part je me disais c'est pas grave, je veux finir ma vie seule, j'ai du mal avec les contacts sociaux, j'ai du mal à comprendre l'humain, j'ai toujours eu des difficultés avec l'humain de façon générale, les rapports sociaux m'épuisent. Et puis le confinement est arrivé et je me suis rendu compte qu'on a quand même besoin de rapports humains. Je sais pas comment expliquer ça, les contacts sociaux vont d'un côté offrir quelques vitamines à mon âme et me rebooster, mais de l'autre côté m'épuiser et me vider de toute forme d'énergie parce que c'est extrêmement fatigant pour moi. Le problème c'est que je suis quelqu'un qui a tendance à penser et réfléchir excessivement sur tout le temps. Chaque fois que je vois des gens, mon processeur lance une analyse de fond de tout ce qui m'entoure, de tous mes faits et gestes, de tous les gens qui m'entourent, de leur façon de réagir, etc. Et donc du coup j'ai cette analyse qui tourne en fond jusqu'au moment où il y a plein de petits onglets qui commencent à s'ouvrir dans tous les sens, et puis écran bleu, et c'est comme ça qu'à 22h, quand on fait des soirées, je me retrouve complètement épuisée. Là où 5 minutes avant je rigolais beaucoup, je racontais des blagues, je parlais énormément. Chaque fois que je rencontre des gens, le lendemain je fais un petit bilan analytique de comment ça s'est passé et je me dis mais en fait j'ai été une personne horrible, il faut vraiment plus jamais que je vois des gens dans ma vie, je parle trop fort, j'ai dit des trucs qu'il fallait pas, peut-être que j'ai vexé des gens sans le vouloir. J'ai cette espèce d'impression d'être une personne absolument horrible qui n'est pas faite du tout pour les rapports sociaux et qu'il ferait mieux de rester dans cette solitude et de s'abstenir de voir des gens. Et ça aussi j'ai beaucoup culpabilisé du coup sur mes rapports sociaux en me disant à quoi ça sert que j'essaye de voir des gens, de passer des soirées, étant donné que de toute façon il y aura toujours un moment où j'ai un shutdown total et où je passe pour la rabat-joie de service qui s'endort avant tout le monde, qui sait pas s'amuser, qui sait pas avoir du fun. Aujourd'hui je comprends mieux que j'y peux rien, je suis un petit peu plus indulgente envers moi-même à ce niveau-là parce qu'on a tous un mode de fonctionnement différent, il y a des personnes qui sont beaucoup plus vite fatiguées que d'autres en cas de contact social et ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, ce n'est pas du tout parce qu'on est une personne pas drôle ou rabat-joie ou qu'on n'aime pas les gens ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on fonctionne comme ça et on n'y peut rien. Si on essaie de faire tourner un programme qui nécessite d'avoir une excellente carte graphique, beaucoup de mémoire vive, etc. sur un petit ordinateur qui n'est pas du tout fait pour ça, forcément l'ordinateur il va cracher. Alors, le parallèle va sembler être étrange mais c'est exactement pareil avec un être humain. Certains ont tout simplement de meilleures capacités que d'autres et dans une même situation, deux êtres humains ne s'épuiseront pas de la même façon. Et si les personnes que je côtoie sont des vrais amis, elles me comprendront et ne me jugeront pas là-dessus, comme je ne jugerai jamais une amie que j'invite à une fête et qui décide de rentrer tôt parce qu'elle est fatiguée, ou encore qui une heure avant me prévient que finalement elle ne viendra pas parce qu'elle sent qu'elle n'a pas l'énergie de venir. Je préfère largement dans ce cas-là que mon amie se repose chez elle et recharge ses batteries plutôt qu'elle se force à venir me voir au risque de s'épuiser et de mettre en danger sa santé mentale. Et finalement c'est vrai que je me sens seule dans cette région où je ne connais pas grand monde, où j'ai l'impression qu'une grande partie de ma vie tourne essentiellement autour de mon homme, ce qui me déplaît un peu parce qu'en tant que femme forte et indépendante, je n'ai pas envie de me sentir dépendante, fût-il mon amoureux, fût-il l'homme qui partage ma vie, mon cœur et avec lequel j'espère que je resterai jusqu'à ma mort. Mais d'un autre côté, l'avantage quand on a des difficultés sociales, c'est que quand on se fait des amis, on sait que ce sont des vrais amis. Mes amis, je les vois pas souvent, parfois je les vois pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je sais que c'est des personnes, même si on se voit pas pendant plusieurs années, le jour où on se reverra, rien n'aura changé, on s'entendra toujours aussi bien et notre amitié sera toujours aussi intacte, aussi forte et aussi belle. Je suis pas du tout le genre de fille qui envoie souvent des messages, qui échange souvent sur internet, sur Messenger ou autre, et j'ai souvent peur qu'à la longue mes amis finissent par m'oublier, par ne plus se souvenir de mon existence. Et à la fois j'espère qu'ils savent que ce n'est pas parce que je ne prends jamais de leurs nouvelles que je ne pense pas à eux, que du contraire, je pense très souvent à eux, c'est juste que j'ai toujours peur de les déranger, de tomber au mauvais moment, ou juste que je n'ai pas l'énergie suffisante que pour demander des nouvelles des autres et donc en donner moi-même. Je suis comme ça, j'ai du mal à parler avec les gens, mais ça ne signifie pas que je ne les aime pas, que du contraire. J'espère que ces personnes savent que je serai toujours là pour elles et que si demain moindre problème, je ferai tout mon possible pour pouvoir les aider. Et parfois j'ai même une pointe d'envie envers les gens qui ont beaucoup de contacts sociaux, qui discutent beaucoup avec d'autres gens, qui se voient souvent parce que je sais que c'est quelque chose dont je ne suis pas capable et pourtant c'est vraiment tout le grand paradoxe, c'est que même quand on est complètement introverti, même quand on a besoin de beaucoup d'instants avec soi-même, on a aussi besoin de contact humain. J'ai quand même vécu pendant 10 ans soit en ménage, soit en colocation et maintenant que je vis enfin seule chez moi, parfois je pense à la vie de couple et c'est quelque chose qui me fait peur. J'ai peur que mon copain ait un jour envie qu'on vive ensemble, ce qui serait tout à fait légitime et
normal parce que c'est ce que font la majorité des couples. Et j'ai l'impression que la vie en ménage, pour moi, ce serait plus une contrainte. Je sais que je suis beaucoup trop attachée à ma solitude que pour pouvoir envisager à nouveau la vie de couple. La solitude, clairement, je la cherche et je sais que j'en ai besoin et je sais que je ne pourrais pas me passer d'elle parce que sans elle, je serais épuisée. Je ne peux pas m'imaginer une vie où je n'ai pas mes instants de solitude, où je peux complètement me renfermer dans ma bulle, me couper du monde et recharger mes batteries tout simplement. Mais malgré tout, avant on pouvait toujours se prévoir des apéros de dernière minute, des apéros surprises. Avant, je pouvais toujours dire je rentre à Liège ce week-end, qui est-ce que je vois. Avant, on avait toujours cette possibilité de pouvoir sortir de notre solitude quand on le souhaitait. Aujourd'hui, c'est compliqué. Et je crois que c'est ça qui est douloureux pour un petit peu tout le monde, c'est qu'en fait, notre solitude, elle n'est plus choisie, elle est forcée, elle est indésirée. Donc c'est-à-dire que même quand on a eu notre jauge suffisante de solitude et qu'on a besoin d'en sortir, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le contexte ne nous le permet pas. Les apéros sont devenus hors la loi. Si on veut prévoir un apéro, c'est toute une gestion logistique parce que ça veut dire qu'il faut pouvoir dormir sur place et donc soit de pouvoir rester dormir chez les gens, soit de pouvoir les héberger. Les sorties, n'en parlons pas. Il y a plus de cinéma, plus de culture, plus d'événements, plus de concerts, plus de restaurants, donc ça devient très difficile de voir ses amis. Puis on est dans une situation où on a presque peur finalement de voir les gens. On a de toute façon plus grand chose à faire ensemble. Tout ce qui nous reste, c'est Internet. Et c'est une solitude à double tranchant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se plaindre de leur solitude. On a l'impression de se sentir illégitime. Après tout, dans la situation actuelle, comment est-ce qu'on pourrait oser se plaindre de se sentir seul alors que ce sont des centaines de morts qui se comptent dans les hôpitaux tous les jours? Le problème, c'est que la solitude aussi, elle tue. Aujourd'hui, les morts, ils se font à cause du coronavirus. Combien va-t-il y avoir de personnes qui, à force de se sentir seules, de se sentir dans une impasse, de se sentir isolées, de ne plus pouvoir voir leurs proches, finir tout simplement par mettre fin à leur jour, par se laisser dépérir? Et c'est particulièrement difficile ces temps-ci, quand on se sent mal et quand on se sent seul, d'aller parler à quelqu'un pour lui dire écoute, je me sens seule, parce que finalement on est tous un petit peu dans cette situation. Alors bien sûr qu'on est tous dans cette situation. Pour certains c'est beaucoup plus dur que pour d'autres. C'est sûr que moi, je me sens seule, mais j'ai quand même tous mes livres à l'arrière, j'ai mon chat, j'ai mon copain, j'ai mes jeux vidéo, j'ai mes vidéos, mes photos, mes loisirs créatifs, j'ai mon travail aussi qui me prend pas mal de temps la journée, donc ça casse énormément la solitude malgré tout, et je suis très contente d'avoir tout ça pour me permettre d'être seule sans l'être vraiment. Mais qu'est-ce qu'il en est pour toutes ces personnes qui n'ont rien de tout ça? Je pense qu'il est vraiment indispensable qu'on prenne en compte la solitude des gens et qu'on accepte le fait que oui, on a le droit d'avoir mal de se sentir seul. On a le droit de se sentir blessé par la solitude qui nous est imposée. Ce n'est pas une solitude choisie, c'est une solitude qui nous est imposée, c'est une solitude contrainte. On a le droit d'en parler, d'appeler ses amis, de discuter de temps en temps et de dire oui, tu te sens seul, oui, moi aussi, oui, c'est normal. On se sent seul, on est loin, on se manque. On se manque mais c'est normal, on se manque mais on s'aime. Et dès que tout sera fini, on peut se promettre de se faire un putain d'apéro, de faire la fête, de manger au resto, de boire à n'en plus pouvoir, de revivre tout simplement. Mais en attendant, on a le droit de pleurer parce qu'on se sent seul, on a le droit d'être blessé parce qu'on n'en peut plus de cette situation où on ne peut plus voir nos proches, où on ne peut plus faire les choses qui avant étaient pourtant si banales et qui sont devenues aujourd'hui presque hors la loi. Je crois qu'on a tous mal au fond de cette solitude et on a tous mal aussi de penser à nos amis qui sont seuls et pour lesquels on ne peut rien faire parce qu'on est loin, parce qu'on peut pas aller les voir, parce qu'on peut pas les réconforter, parce qu'on peut pas leur faire un câlin, les câlins sont devenus hors la loi. Comment est-ce qu'on peut faire pour vivre sans chaleur humaine? C'est catastrophique. La solitude est un besoin, mais par contre, là où elle fait mal, c'est quand elle devient une obligation. La solitude est quelque chose de positif quand elle est quelque chose que l'on choisit. Elle devient quelque chose d'extrêmement nocif quand c'est quelque chose qui nous est imposé. Et ces derniers temps, elle nous est très clairement imposée, donc vous avez le droit de vous sentir seul et d'en souffrir. Vous avez le droit d'en parler, vous avez le droit de vous plaindre. Vous avez le droit d'embêter vos amis pour leur dire que vous vous sentez seul parce que putain, mais moi, jamais je me sentirais embêtée si demain un ami vient me dire je me sens seul, j'ai besoin de parler, est-ce que tu es là, écoute-moi, mais bien sûr que je t'écouterai. On se sent tous seuls. Alors si on ne peut pas nous entraider dans notre solitude, quand est-ce qu'on va le faire et comment est-ce qu'on va le faire? Je crois que c'est maintenant plus que jamais qu'il faut qu'on apprenne à s'entraider et à partager nos moments de solitude. Et c'est sûr que le virtuel ne vaudra jamais le réel, qu'un petit émoticône ne remplacera jamais la chaleur d'un véritable câlin. J'ai pas vraiment de solution à donner quand on n'est pas très social parce que même moi j'ai encore un petit peu du mal à me créer de nouveaux liens. Mais je sais qu'il existe plein de solutions comme des groupes sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de serveurs sur Discord qui permettent de discuter de passions en commun. Il y a plein de possibilités à trouver en fonction de ce que vous aimez, de ce avec quoi vous vous sentez à l'aise. Je sais que moi à l'époque où j'étais plus jeune, tout ce qui était échange sur internet m'a beaucoup aidé à rencontrer des gens. Alors si vous aussi comme moi vous avez du mal à vous faire des amis, que vous vous sentez pas très à l'aise avec les contacts sociaux, que vous avez du mal à parler aux gens, essayez tout simplement de vous trouver des petits groupes ou des sites spécifiques autour de vos passions où vous allez pouvoir un petit peu échanger avec des personnes pour vous sentir moins seul. C'est ultra important. Faisons tous tout ce qu'on peut pour briser notre solitude à notre façon. Essayons d'être seuls mais ensemble. Malheureusement, ça risque de durer encore un moment, alors il faut vraiment qu'on s'accroche et surtout qu'on s'entraide pour partager nos solitudes, pour éviter de sombrer et de se renfermer sur nous-mêmes. Donc à nouveau, parlez. Parlez et ne vous renfermez pas comme moi je peux avoir tendance à trop le faire. Parlez et échangez. Comptez sur vos proches, faites-vous de nouveaux amis via internet, jouez à des jeux en ligne, rejoignez des groupes, des chaînes Discord, peu importe. Et même si vous êtes contraint à rester seul chez vous, ne restez pas seul derrière votre écran et essayez de trouver des méthodes alternatives. Je pense très fort à vous tous qui vous sentez seul, qui vous sentez illégitime à en parler. Vous n'êtes pas illégitime, votre souffrance est réelle. Il y a qu'en étant présents les uns pour les autres qu'on pourra s'en sortir. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Tout ce que j'espère finalement, c'est que cette vidéo vous permettra de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul à vous sentir seul. C'est toujours quelque part rassurant de savoir qu'on n'est pas seul quand on se sent seul. Je vous fais plein de bisous virtuels. Je vous dis à la prochaine et d'ici là surtout, prenez soin de vous. Bye bye.